Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, il est regrettable de voir les incessantes pénuries d'eau potable sur presque tout le territoire national alors que le Burundi regorge de beaucoup de réserves d'eau. Vous allez suivre l'analyse de Faustin Ndikumana, président de la PASEM. En ce jour, le monde célèbre la journée internationale de l'eau potable. Les mauvaises décisions prises par les dirigeants du pays sont la raison pour laquelle les pauvres continuent à sombrer dans une pauvreté extrême, entraînant même les citoyens de classe moyenne. C'est du moins la réaction d'un expert en économie. Vous allez également le suivre dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons aussi des grognes des enseignants nouvellement recrutés qui dénoncent le clientélisme en ce qui est de l'octroi des salaires. C'est au moment où certains n'ont pas encore touché leur salaire alors que leurs collègues ont été régularisés depuis plus de 3 mois. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Gouvernance pour commencer. Les syndicats du secteur des institutions publiques à statut spéciaux demandent la mise en application du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalité pratique de levée du gel, d'avancement et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux. Dans un communiqué de presse de ce vendredi, les syndicats des travailleurs de ce secteur demandent au gouvernement de rétablir dans leurs droits le reste des institutions publiques à statut spéciaux qui ont été oubliées. Écoutez plutôt Évariste Nibigila. Il est le secrétaire général de l'INSBU. La mesure injuste et illégale du gel des annales, prime et indemnité conjoncturelle, continue jusqu'ici pour certaines institutions malgré la mise en place du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalité pratique de levée du gel des avancements et harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux. Un décret qui a été ordonné par la loi budgétaire année 2023-2024. Après plus de 8 ans de frustration et de mécontentement, le travail des institutions publiques à statut spéciaux, fatigués des conséquences de la mesure du gel des annales, primes et autres indemnités conjoncturelles, constate avec regret une injustice notoire des 2 poids 2 mesures, où d'une part, le gouvernement a dégéré l'avancement de carrière pour la catégorie des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires, et d'autre part, le décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 est appliqué dans certaines institutions alors que les autres sont vus empêchés de l'appliquer. Une situation ayant pour but de diviser et de semer la confusion au sein des travailleurs longtemps frappés par la mesure. En date du 3 janvier 2024, le Conseil des ministres s'est réuni et adopté le projet de décret portant harmonisation du mode d'avancement en grade, des primes, des indemnités et des bonifications des titres dans les institutions publiques à statut spéciaux, mais jusqu'ici un décret n'est pas encore sorti, il y a plus de 2 mois. Alors que ce dernier fait partie des prétextes de la non-application du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 selon le ministre en charge des Finances. Les 2 décrets sont différents. En réalité, la mise en application de l'un ne devrait pas entraver la mise en application de l'autre. Les institutions de représentants du peuple burundais, telles que l'Assemblée nationale et le Sénat, ont elles aussi prôné et recommandé l'application du décret 100/193 du 1er septembre 2023 lors des séances de questions orales à l'endroit du ministre en charge des Finances. Les réponses que le ministre ayant les Finances dans ses attributions a données n'étaient que des paroles dilatoires ayant pour but de pérenniser les travailleurs affectés par la mesure du gel des annales, primes et autres indemnités dans une situation de misère. Face à cette situation pénible que vivent les travailleurs des institutions publiques à statut spéciaux, le syndicat des travailleurs de ce secteur demande avec insistance au gouvernement ce qui suit. 1. Lever le silence et le flou qui règne autour de la question de la non-application du décret numéro 100/193 du 1er septembre 2023 portant modalité pratique de levée de gel des annales et à harmonisation du mode d'avancement dans les institutions publiques à statut spéciaux. 2. Rétablir dans leurs droits le reste des institutions publiques à statut spéciaux qui ont été oubliées. 3. Sortir le décret portant harmonisation du mode d'avancement en grade, des primes, des indemnités et des bonifications des titres dans les institutions publiques à statut spéciaux qui traînent alors que son projet a été analysé et adopté au Conseil des ministres il y a plus de 2 mois. 4. Enfin,
Impliquer les organisations syndicales des travailleurs concernées dans les travaux de la commission en charge d'accompagnement des institutions publiques à statut spéciaux dans la politique salariale, car il a été constaté que les résultats de la commission mise en place pour traiter la question des blocages d'avancement de carrière à laquelle les travailleurs concernés ne sont pas représentés, sont à leur défaveur. Gouvernance toujours, suspension depuis plus d'une année du règlement régissant le personnel de la société sucrière de Mosso, Sosmo en sigle. Vu que la mise en place d'un nouveau règlement ne vient toujours pas, le personnel s'inquiète. Il pense que c'est un plan du gouvernement qui viserait à les priver des indemnités une fois que cette entreprise étatique déjà agonisante tomberait en faillite. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Après la suspension des règlements régissant le personnel de la société sucrière de Mosso, le personnel s'attendait à une mise en place dans les meilleurs délais d'un nouveau règlement. Ce n'aura pas été le cas. Le personnel atteint son règlement depuis maintenant plus d'une année et les travailleurs de la Sosomo estiment que c'est un grand problème pour eux, comme le témoigne Ande. Nous avons un grand problème. Le règlement du personnel a été suspendu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de règlement qui nous régisse. Le manque de règlement régissant le personnel implique le manque de plan social, une question qui met en doute le personnel. Pour lui, il est évident qu'il rentrera bredouille si l'entreprise est fermée. Et si l'entreprise fermée, qu'allons-nous devenir? Et d'ailleurs, il n'y a pas de doute, la Sosomo pourrait incessamment fermer. Les signes évidents sont là. On n'a produit que 13 000 tonnes suite à la faiblesse des machines. Des machines qui ne sont toujours pas réparées. C'est vraiment un grand problème. Et encore plus, les plantations n'ont pas été entretenues, ce qui revient à dire que même si les machines étaient en bon état et fonctionnelles, il n'y aurait pas de canne à sucre en suffisance pour produire du sucre. Cet emploi bien pensé serait le personnel de la Sosomo. Les preuves estiment que certains membres du personnel qui se sont entretenus avec la RPA, c'est le fait que l'on a retiré du conseil d'administration et du conseil d'entreprise et représentant du personnel. La rédaction de la RPA a encore une fois cherché à joindre Aloïse Ndaikengurukiye, administrateur directeur général de la Sosomo, mais il ne décrochait pas son téléphone. Merci à toi Elvis Nyomongere. En page politique, un dialogue inter-burundais inclusif fait partie des recommandations du Sénarède pour sortir le Burundi du chaos. Dans son mémorandum de février dernier, cette coalition de l'opposition recommande aussi l'annulation de tous les mandats d'arrêt liés au troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza. Émile Nibasumba. Le contentieux de 2015 doit être vidé sans délai selon le Sénarède. Toutes les condamnations et les mandats d'arrêt émis suite au troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza doivent être annulés et tous les prisonniers politiques libérés. La coalition de l'opposition rappelle qu'en ce qui concerne son mandat, la Cour de justice de l'EAC a rendu le verdict en 2021, le verdict selon lequel il avait violé non seulement la constitution du Burundi et l'accord d'Arusha, mais aussi le traité de la communauté est-africaine. Selon le Sénarède, cet arrêt coulé en force de choses jugées doit être mis en exécution. Un dialogue inter-burundais inclusif et portant sur toutes les questions d'intérêt national doit être organisé selon le Sénarède qui estime qu'il devra aboutir à l'apaisement et à un climat de confiance dont la conséquence sera le rapatriement volontaire des réfugiés, y compris les leaders politiques, les activistes de la société civile et les professionnels des médias. Selon le mémorandum du Sénarède, les institutions en charge de la sécurité nationale doivent être professionnelles et la milice Imbonerakure démantelée pour rassurer la population. Le Burundi doit mener une diplomatie responsable qui tient compte du bien-être des Burundais et de tous les citoyens des pays de la sous-région. Dans son mémorandum de février dernier, le Sénarède a fait aussi des recommandations sur le plan économique. Parlons à présent économie ou la disproportion de la richesse entre les classes sociales est l'un des facteurs que la Banque mondiale prend en compte pour déclarer que tel pays est riche ou pauvre. Analyse faite par un expert en économie, Serge Nilamebura explique alors que les Burundais ne devraient pas être étonnés que le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres au monde, car la preuve est que l'effectif des pauvres ne cesse d'augmenter de plus en plus. Suivez Serge Nilamebura, il est expert en économie. Lorsque la Banque mondiale a annoncé que le Burundi était le pays le plus pauvre de la planète,
il y a beaucoup de Burundais qui ont tenté de réfuter cette statistique en pointant du doigt des Burundais qui avaient de belles maisons et qui conduisaient les fameux Jeep V8 pour finalement dire que le Burundi ne pouvait pas être classé le pays le plus pauvre de la planète. Il importe de rappeler que la mission de la Banque mondiale est de, je cite, mettre fin à l'extrême pauvreté et favoriser la prospérité sur une planète vivable. Nous voyons alors que les autorités burundaises prennent beaucoup de mesures qui vont dans le sens de pousser les pauvres vers l'extrême pauvreté et finalement de laisser toute la richesse être accumulée par les plus riches. C'est exactement cette statistique que la Banque mondiale utilise pour classer les pays, notamment en calculant ce qu'on appelle le coefficient de Gini, et il y a une mesure qui détermine la proportion de la richesse qui va vers les riches et la proportion de la richesse qui va vers les pauvres. L'économiste explique aussi à l'aide d'exemples concrets que les mauvaises décisions prises par les dirigeants du pays font que les pauvres continuent à sombrer dans une pauvreté extrême, entraînant dans leur chute les citoyens de la classe moyenne, d'où Serge Ntirampeba conseille au gouvernement burundais de se ressaisir en prenant des décisions qui donnent à tous les Burundais les mêmes chances de se développer sans exception aucune. Encore une fois, Serge Ntirampeba. Par exemple, vous voyez la mesure qui a été prise pour interdire les motocyclettes, les bicyclettes et les tuk-tuk d'accéder dans certains coins de la ville de Bujumbura. Ça, c'est une mesure qui a augmenté la pauvreté chez les gens de la classe moyenne, en fait, qui utilisaient ces moyens de transport. Nous comprenons que les bicyclettes, par exemple, ne peuvent pas partager la route avec les automobiles, mais en même temps, il faut garder à l'esprit que les gens qui utilisent les moyens moins chers de transport sont des Burundais au même titre que les gens qui peuvent acheter les jeeps tout-terrain. Donc, la mission du gouvernement, c'est de trouver des moyens à ce que tout le monde puisse se rendre dans les coins du pays, mais avec moins d'accidents ou avec toute la sécurité. Je donnerai un autre exemple de la fermeture des frontières avec le Rwanda. Vous voyez que cette mesure ne concerne que ceux qui utilisent les frontières terrestres, ceux qui peuvent s'acheter des billets d'avion et qui peuvent utiliser les frontières aériennes ne sont pas concernés par cette mesure. L'autre exemple aussi, c'est l'interdiction par les jeunes qui jouaient au basketball de participer dans les tournois régionaux et internationaux. C'est-à-dire que l'espoir de ces jeunes ont été brisés, c'est-à-dire qu'il y a des bâtons qui ont été mis dans leur roue et ils ne peuvent pas finalement se tirer de cette classe des pauvres vers la classe moyenne et même vers la classe des riches. L'autre point à souligner est que les autorités actuelles n'ont pas toutes grandi dans des familles riches. Elles ont bénéficié de cette mobilité sociale qui permettait aux gens talentueux, en fait, d'opérer cette migration d'une classe à l'autre, de passer de la classe des pauvres vers la classe moyenne et de la classe riche. C'est pour cette raison que nous exhortons les autorités du pays à ne mettre les bâtons dans les roues de personne. En page éducation, certains enseignants en service depuis octobre de l'année dernière s'inscrivent en faux contre le favoritisme qui se manifeste dans le traitement des dossiers. Certains ont déjà touché leur salaire depuis 3 mois parce qu'ils ont fait recours à la corruption au moment où les autres viennent de passer 6 mois sans un seul rond, d'où ils demandent au ministre de l'Éducation de les rétablir dans leurs droits. Les détails avec Elvis Niomungue. Un groupe d'enseignants qui ont commencé à travailler en octobre de l'année dernière et qui sont affectés dans différentes provinces du pays indiquent qu'ils ne comprennent pas ce qui se trame au ministère de l'Éducation nationale dans le département chargé d'études des dossiers de nouveaux enseignants. Une étape qui leur permet de toucher les salaires. Toutefois, si tu n'utilises pas la voie de la corruption, ton dossier ne pourra jamais avancer. Regrette notre source. Je suis l'un des nouveaux enseignants qui ont commencé le travail au mois d'octobre, il y a de cela 6 mois. Les magouilles qui se remarquent au niveau du ministère sont sans précédent. Les enseignants avec qui nous avons commencé en même temps le travail, mais qui ont un membre de la famille qui est influent, touche déjà son salaire, alors que pour toi, 5 ou 6 mois peuvent passer sans que tu ne touches un rond, alors que l'autre a commencé de toucher son salaire à 3 mois.
Cet enseignant demande au ministre et à l'éducation et la recherche scientifique dans ses attributions de tout faire pour recadrer ces fonctionnaires du ministère de l'éducation qui attendent celui qui passe au ministère pour lui donner un peu de vue et faire avancer son dossier à retour avec que les autres enseignants puissent eux aussi toucher les salaires. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre François Habyarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, mais son téléphone était éteint. Elvis Nyongongere. Éducation toujours. Les enseignants de l'école fondamentale d'Okanyami située au quartier Roubouyé, au chef-lieu de la commune Ngozi, province Ngozi, demandent à leur directeur de leur montrer les lapins achetés avec l'argent qu'il a collecté de force pour le projet d'élevage des lapins. Au cas contraire, ces enseignants exigent que cet argent leur soit remboursé. Plus de détails avec Dani Claire, Iratkoumv. Depuis l'annonce faite par le président de la République du projet d'élevage des lapins au pays, Georges Nyonguru, le directeur de l'école fondamentale de Kanyami, située au chef-lieu de la commune d'Ongozi, a exigé aux enseignants de contribuer pour que cette école adhère aussi à ce projet. Notre source fait savoir que chaque enseignant a contribué de force une somme de 10 000 francs et ils sont au nombre de 34. Ils ont attendu en vain l'achat de ces lapins et ils indiquent qu'ils ont donné cet argent depuis le premier trimestre. Selon toujours notre source, lorsque ces enseignants réclament où se trouve l'argent des contributions d'achat de ces lapins, ce directeur leur profère des menaces en se basant sur sa position à cette école. Hormis qu'il est directeur, il est également secrétaire de cet établissement sous convention musulmane. Notre source fait savoir que ces enseignants exigent que ces lapins soient achetés comme c'est le cas pour les écoles voisines et au contraire que leur argent soit remboursé. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Georges Nyonguru, directeur de l'école fondamentale de Kanyami, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. En page de société, l'eau de la Régie des eaux commence à être oubliée par la population de la colline Voussoro. Nous sommes en mairie de Bujumbura, plus précisément en zone Kanyosha. La population de la dite colline indique que ceux qui ont les moyens vont acheter l'eau à Kamessa, à quelques distances de leur localité, tandis que d'autres s'organisent pour puiser l'eau dans les montagnes de Bujumbura, dit rural. Le point avec Emmanuel Niongeko. Ça fait 7 jours que les robinets d'eau de la Régie des eaux sont à sec dans les ménages du quartier Voussoro en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura. La population de la dite zone indique que ça fait quelques jours que seuls les habitants qui ont assez de moyens financiers ont le droit à l'eau de la Régie des eaux car ils vont la chercher à Kamessa, une localité qui se trouve à une certaine distance du quartier Voussoro. Cet habitant de la localité témoigne. Concernant l'eau ici à Voussoro, ça fait une semaine qu'elles ne vont pas d'eau potable. Ceux qui ont de l'argent ou qui ont des enfants envoient ces derniers puiser de l'eau à Kamessa. Quant à nous, habitants de l'autre partie du quartier Voussoro, nous nous sommes organisés pour puiser l'eau dans les hautes montagnes de Bujumbura rural, à l'endroit appelé Ibenge, se trouvant dans une localité un peu élevée par rapport à la zone Kanyosha. Quelques habitants de Voussoro qui parviennent à avoir de l'eau potable s'approvisionnent dans une localité appelée Ibenge dans les montagnes Sripromba au quartier Voussoro. De plus, pour avoir cette eau, la population s'est organisée en installant des conduites jusqu'au tank se trouvant dans le quartier. Néanmoins, cette eau reste insuffisante et elle ne dure qu'une heure de temps du fait qu'elle est utilisée par beaucoup de gens. Dans notre partie de la colline de Voussoro, si nous avons eu la chance d'avoir de l'eau, c'est parce que nous nous sommes organisés en tant que population pour faire le raccordement afin de puiser l'eau à l'endroit appelé Ibenge. Malheureusement, cette eau est insuffisante car elle est utilisée par beaucoup de monde. Nous avons un seul tank et sur ce tank, on y a installé 4 robinets. En effet, pendant la nuit, ces robinets sont fermés et on les ouvre à 6 heures du matin. Ainsi, chaque matin, il y a une longue chaîne de bidons de 20 litres appartenant à la population qui cherche de l'eau, ce qui fait que l'eau ne dure qu'une heure seulement, donc de 6 heures à 7 heures du matin. Ainsi, la plupart rentrent même bredouille. Nos sources dans le quartier Voussoro indiquent que ce problème de manque d'eau potable date de longtemps, mais il n'a pas été résolu jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, les responsables de la Régie des eaux sont au courant de ce problème, mais ils ne font rien pour trouver une solution.
Emmanuel Niongekwe. En parlant justement d'eau, le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'eau. L'eau, comme vous venez de l'entendre, qui devient de plus en plus difficilement accessible au Burundi, alors que le pays regorge de beaucoup de réserves d'eau, d'où il est incompréhensible que les autorités négligent cette richesse naturelle. C'est en substance l'analyse faite par Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, qui regrette d'ailleurs de voir que, à cause de l'incompétence des autorités, l'eau est devenue source de danger au lieu d'être source de vie. Suivez Faustin Ndikumana, il est le président de la PARSEM. Au Burundi, on constate que vraiment nous sommes nantis au niveau des ressources naturelles en eau. Il pleut d'abord 9 mois sur 12. Au niveau des précipitations, nous avons des précipitations suffisantes, nous avons des rivières, nous avons des lacs, le lac Tanganyika, les lacs aux oiseaux, il y a l'eau des fontaines. Vraiment, le Burundi dispose des ressources naturelles en eau suffisantes. Mais nous constatons des contradictions. Le paradoxe de l'eau au Burundi. Précipitations suffisantes, mais en faible rendement agricole. Parfois des sécheresses, mais on est incapable d'asseoir une stratégie de pouvoir irriguer nos cultures. Vous constatez des fois à Kirundo ce qui se passe quand il y a la sécheresse. Et l'incapacité, par exemple, de drainer l'eau ici à Mhanda avec le barrage Kajeke pour la culture du riz. Le potentiel hydrographique, il est là, mais on n'a pas suffisamment d'énergie. Les experts ont constaté que le Burundi dispose d'un potentiel hydroélectrique de 1700 MW, suite à la consistance du nombre de rivières dans le pays, mais avec 300 MW directement commercialisables. Mais actuellement, on est à moins de 60 MW. Le lac Tanganyika, sa biodiversité n'est pas bien exploitée. Et nous avons le lac Tanganyika, par exemple, ici à l'île de Bujumbura, mais l'eau potable reste un défi dans plusieurs quartiers de Bujumbura, même à l'intérieur du pays. On recense beaucoup de cas où il y a une pénurie d'eau potable parfois inquiétante et qui fait le lit même des maladies diarrhéiques, des maladies des mains sales, le choléra par exemple, des maladies des enfants de moins de 5 ans. L'eau est suffisante, mais on constate aussi qu'elle constitue actuellement une menace. Le débordement du lac Tanganyika, les inondations liées aux pluies diluviennes, suite à mauvaise canalisation de l'eau à mairie de Bujumbura par exemple, faible capacité de traitement des eaux usées qui continuent à polluer le lac Tanganyika, l'érosion, les précipitations, la pluie à l'intérieur du pays cause une perte de bonne terre. Il faut syndicat de conseiller au gouvernement de mettre en place des plans stratégiques visant à promouvoir le secteur de l'eau, car il est honteux de voir que les derniers plans y relatifs datent des années 80. Malgré tout cela, on a le code de l'eau, on a une politique nationale de l'eau qu'il faut actualiser. Parce que nous prônons qu'il y ait aussi un ministère comme le ministère de l'eau, de l'environnement, et pour vraiment asseoir une stratégie et suivre en permanence sa mise en application. Il faut aussi une superstructure des ministères pour coordonner la gestion de l'eau, pour la rentabiliser comme une source naturelle et importante. Il faut aussi une planification opérationnelle qui oriente la gestion du secteur d'eau. Il est regrettable par exemple que le dernier plan stratégique en mairie de Bujumbura, qui essaie de gérer l'eau en tenant compte de la croissance permanente de la population en mairie de Bujumbura, date de 2005. Donc le plan de 1985 à 2005. Après, il n'y a eu plus d'autres plans pour orienter la gestion de l'eau à mairie de Bujumbura, en tenant compte de la croissance de la population urbaine. Comme personne constate que le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène constitue l'objectif numéro 18 de la vision 2040-2060, on voudrait qu'à travers cette vision, le gouvernement augmente les investissements substantiels pour développer ce secteur qui est crucial dans la vie de notre pays. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 22 mars 2024. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.